Adnan lui-même, bonjour. Bonjour. Le déclic est d'ordre mental principalement. Il consiste à tenter une nouvelle expérience qui vise à faire un point de rencontre entre l'esprit, l'approche académique, qui est généralement assez sèche, assez rébarbative pour le lecteur. Donc un point de rencontre entre l'approche académique, qui est, quoi qu'elle soit rébarbative, est absolument nécessaire pour comprendre les choses, et la faconde littéraire. Donc il s'agit d'une alliance entre l'esprit académique et la faconde littéraire qui fait que des informations, des analyses, des considérations scientifiques qui ressortent des sciences sociales pour l'observation et la compréhension de ce phénomène soient exprimées dans un style littéraire. Voilà. Ce qui rend donc ces analyses beaucoup plus accessibles au commun des lecteurs. Ça ne se circonscrit plus dans un cercle de spécialistes qui est d'ailleurs les études et les analyses qui restent cantonnées dans ce cercle de spécialistes risquent de ne plus en sortir. Justement, donc nous avons voulu faire sortir ces approches particulière au commun des lecteurs par le style romancé des romans, comme donc, vous avez pu vous en rendre compte. Donc il s'agit d'un genre littéraire hybride, à mi-chemin entre fiction, roman et académique. Il s'agit, notre ambition est d'essayer de fonder peut-être cela un grand... essayer de mettre en œuvre un nouveau style d'écriture des romans qui épouse la réalité sociale des pays dont nous sommes issus et qui en rend compte d'une manière à la fois romancée et scientifique. Sans trop en dévoiler du contenu du roman, le narrateur, donc, qui est cette journaliste qui va interviewer donc notamment une personne impliquée dans les réseaux djihadistes. Elle a un regard presque d'empathie parfois avec les personnages interviewés. Pensez-vous que l'une des raisons pour lesquelles ce type de livre se fait rare, c'est que les auteurs craignent ce procès en empathie justement avec les djihadistes ou apprentis djihadistes? Il faut tout d'abord insister sur un fait très important, c'est que l'éradication du phénomène terroriste nécessite en premier lieu sa compréhension. Bon, la compréhension de ce phénomène nous fait rendre compte qu'il est, disons, le fruit d'une collusion entre une planification d'État, et une réalité sociale. Le terrorisme ne peut jamais prendre s'il ne s'adosse pas à une réalité sociale qui secrète cette réalité. Donc, bien évidemment, pour traiter d'une manière fondamentale ce phénomène destructeur, il faut aller aux sources qui l'ont secrété. Et ces sources se trouvent dans les réalités sociales explosives de nos pays. Bon. Donc, la journaliste d'investigation, qui est le personnage principal de ce roman, se propose, elle a une empathie non pas envers la personne, mais envers la réalité sociale qui a fait naître cette personne. Et en parcourant son cursus, elle s'est rendue compte que, d'ailleurs le roman exprime bien cette idée, ce n'est pas de ma faute. La réalité sociale a conditionné, la réalité sociale malheureuse, injuste, foncièrement injuste, a conditionné un certain nombre de personnes pour les amener à être des cibles faciles pour cette planification d'État concepteur du terrorisme.
Vous avez aussi à votre actif un livre en tant que juriste en droit constitutionnel. Est-ce que, selon vous, la démocratisation de la Tunisie, dont on se vante beaucoup à l'étranger, ne s'est pas faite finalement au détriment de la question sociale, dont on sent qu'elle est évacuée par les élites politiques au pouvoir, justement? Je parle de constitution parce que la constitution tunisienne fait une grande place à la question de la dignité et des droits économiques et sociaux. Alors que 7 ans plus tard, on se rend compte que cette question-là est négligée. Tout à fait. Nous pouvons, sans exagérer, dire qu'il y a un mal tunisien. On peut le qualifier comme ça, un mal tunisien. Et ce mal, c'est un mal d'État. Ce n'est pas un mal de régime. Le régime dictatorial est tombé, mais la réalité sociale foncièrement injuste, les injustices fondamentales qui noyautent toute la société tunisienne sont restées, ont survécu au régime. Donc il ne s'agit pas d'un problème de régime, mais d'un problème d'État. Et pour bien le comprendre, il faut remonter d'une manière succincte, on doit parler de ça, on ne peut pas bien sûr nous étaler outre mesure, mais pour synthétiser, on dira que le système colonial s'est implanté en Tunisie pour piller ses richesses. Il a mis en place un système d'extraction, de transport et de transport des richesses, de sorte que les régions qui recèlent ces richesses n'en bénéficient point. Quand l'état de l'indépendance est venu, il aurait dû normalement mettre un terme à cette injustice criarde. Eh bien non, il a continué cette injustice, ce qui fait qu'aujourd'hui, les principales richesses du pays qui sont cantonnées dans le nord-ouest pour les richesses agricoles et hydrauliques, pour les richesses minières dans la région de Gafsa, pour les richesses pétrolières dans la région de Tataouine et de Kébili, eh bien ces régions sont les régions les plus pauvres de Tunisie. Comment pouvons-nous expliquer cela, si ce n'est par une politique d'État peut-être inconsciente, peut-être qui dépasse les acteurs du pouvoir actuel, mais il y a un système d'État qui s'est mis en place, qui a hérité du système colonial et qui a consisté à transférer les richesses se trouvant dans les régions, dans certaines régions du pays, au profit d'autres régions. Et c'est ça l'injustice fondamentale que subit notre pays. Et puisque ces régions sont potentiellement riches, mais réellement pauvres, il y a donc une injustice qui fait que les populations de ces régions ne trouvent leur salut que dans l'exode vers la capitale. Et ils s'amassent dans les quartiers défavorisés, donc ils vivent une double injustice dans leur région, et quand ils viennent par le truchement de l'exode s'installer autour de la capitale, ils trouvent cette même injustice fondamentale dans les quartiers où ils vivent. Et ça, c'est bien évidemment le terreau qui est propice à tous les dérapages, puisqu'il y a une injustice d'État qui accable une très grande partie de la population, peut-être même les 3/4 de la population tunisienne, au profit d'une minorité et de certaines régions qui bénéficient de ces richesses par des jeux d'écriture, par des mécanismes budgétaires. Par exemple, on décide l'État, à un certain moment, a décidé d'investir dans le tourisme. Par quel argent a-t-il investi dans le tourisme? Par les lignes de crédit ouvertes par les bailleurs de fonds étrangers. Et par quoi sont remboursés ces crédits? Ils sont remboursés par l'argent du phosphate, l'argent du pétrole, etc. Ce qui fait que, et par le jeu des mécanismes budgétaires et financiers, il y a eu un transfert de richesses vers les régions où existent ces richesses. Donc il y a eu un transfert vers d'autres régions qui ne disposent pas de ces richesses, mais qui en bénéficient, tout en se désintéressant complètement de ces régions pourvoyeuses de ces richesses nationales. Pour cela, il aurait fallu peut-être, et c'est là une proposition que j'ai appuyée mais qui n'a pas été retenue, il aurait fallu inscrire dans la Constitution un droit, le droit des régions
non pas de disposer, parce que disposer, ça va mener peut-être à la mise en cause de l'unité nationale, le droit des régions de bénéficier de leurs richesses. Voilà. Et cela, évidemment, suppose un réaménagement institutionnel que la Constitution elle-même prévoit et qui consiste à créer des régions économiques et à décentraliser le pouvoir de décision. Le dossier de la gestion économique doit être confié à ces régions. On peut imaginer des régions qui coiffent 3 ou 4 gouvernorats et qui ont la charge du développement économique de ces régions en s'appuyant principalement sur les richesses qui existent dans ces régions. Voilà. Donc le roman a été pensé comme trilogie, dont le tome 2, à quoi les lecteurs peuvent s'attendre? Allez-vous donc approfondir cet aspect enquête? Parce que on voit qu'il y a une collection enquête dans le roman. Tout à fait. Tout à fait. Dans le tome 2, qui paraîtra vraisemblablement très prochainement, d'après les échos qui me sont parvenus, il va approfondir le linkage, si on peut dire, l'étude du lien entre les réalités sociales difficiles, explosives qui existent dans nos pays et les politiques qui ont été mises en œuvre par certains États pour fonder ce qu'on peut appeler une nébuleuse terroriste internationale qui puise dans ces réalités sociales foncièrement injustes. Dans le tome 2, bien sûr, nous avons choisi un personnage parce que notre approche est de considérer la nébuleuse terroriste internationale comme étant une échelle. Nous avons commencé par le bas de l'échelle, qui est incarné par le tome 1, qui est représenté par le tome 1, par le personnage principal du tome 1. Le prologue aussi, peut-être. Le prologue, il met en action, disons, il ouvre la perspective de l'analyse, c'est-à-dire pour cette forme de suicide social. Évidemment, le terreau sur lequel on travaille est la réalité sociale difficile qui génère et secrète le terrorisme, mais ce terrorisme ne se produit pas tout seul. Il lui faut un système planifié par certains États pour puiser de ce terreau caractérisé par l'injustice. Donc, concernant le prologue, il annonce la couleur. Il annonce la couleur. Il annonce la couleur que la réalité sociale difficile est un terreau très favorable à ceux qui veulent en profiter et à ceux qui veulent l'instrumentaliser pour réaliser des objectifs d'État. Bon, pour ce qui est du tome 2, il est articulé autour d'un personnage qui représente le niveau médian de l'échelle. Le tome 3 représente le haut de l'échelle et on aura peut-être des surprises assez inédites. Tout comme il y a des passeurs, il y a aussi ceux qui favorisent les départs, les intermédiaires dans les départs. Il faut être attention. Dans cette trilogie, nous décortiquons la nébuleuse terroriste internationale que nous pouvons diviser en une summa divisio constituée de 2 parties. Une partie qui met en cause la responsabilité de certains États dans le terrorisme. Nous pouvons les appeler les États concepteurs du terrorisme et les États, disons, les États relayeurs, les États comme les pays du Golfe, par exemple, qui financent, qui arment, qui endoctrinent, etc. Bon. Et la seconde partie du terrorisme, c'est la réalité sociale qui secrète des candidats au terrorisme, justement. C'est la réalité sociale profondément injuste, caractérisée par l'existence de problèmes incalculables et insolubles, caractérisée par un désintéressement de l'État
par le fait que l'État lui-même utilise le terrorisme comme étant un prétexte pour se dérober, pour ne pas avoir à résoudre les vrais problèmes, pour peut-être perpétuer le système d'injustice qui existe déjà depuis l'indépendance et qui a pris la suite du système colonial. Donc on décortique tout ça d'une manière tant académique que romancée. Nous avons fait pour cela une trilogie, c'est-à-dire des romans qui peuvent se lire d'une manière indépendante, mais qui se complètent en même temps, et dont chacun représente une partie de ce qu'on peut appeler l'échelle du terrorisme. La partie basse, la partie médiane et la partie haute du terrorisme. Donc, dans le second tome, nous allons passer du bas de l'échelle au milieu de l'échelle, et bien évidemment, je réserve à nos auditeurs la primeur peut-être du contenu du deuxième tome dans un autre entretien, j'espère. Voilà. On vous reverra avec plaisir. Merci. Merci. Nice.